Je m'appelle Sixtine Evans. J'ai 34 ans. Il y a 3 semaines, ma sœur a offert à chacun un kit ADN comme cadeau amusant lors de nos retrouvailles familiales. Personne n'y a réfléchi à 2 fois. Nous avons ri, craché dans de petits tubes, les avons scellés et sommes retournés manger de la salade de pommes de terre. Puis, les résultats sont arrivés. Mon père m'a appelé en hurlant. Qu'as-tu fait? Je lui ai répondu. Je n'ai rien fait, papa. Mais apparemment quelqu'un à cette table n'est pas qui il prétend être. Il a raccroché. Ma mère a appelé ensuite. Elle pleurait. Pas le genre de pleurs qui signifie qu'elle est blessée, mais le genre qui signifie qu'elle a été prise en faute. Et puis ma grand-mère a appelé. Âgée de 80 ans, la voix aussi ferme que la pierre, elle a prononcé 5 mots que je n'oublierai jamais. Enfin, j'attendais cet appel depuis 30 ans. À Cedarville, Ohio, une ville de 9000 habitants et quelques, la famille Evans était la famille. Mon père, Gerald Evans, était diacre à la Grace Community Church depuis plus de 20 ans. Chaque dimanche, au premier rang, côté gauche. Ma mère, Denise, organisait la vente annuelle de pâtisseries et le repas partage de l'église comme un général 4 étoiles. Les gens en ville parlèrent de mes parents comme on parle d'une maison avec une pelouse parfaite. Admiratifs, peut-être un peu envieux, sans jamais se demander ce qui se cachait en dessous. Mon frère aîné, Marc, était l'enfant prodige. Âgé de 36 ans, déjà directeur régional des ventes, marié et père de 2 enfants. Le genre de fils que mon père pouvait exhiber lors des événements de l'église. Ma sœur cadette, Chloé, était la Benjamine, 27 ans, pétillante, celle que tout le monde trouvait charmante. Et puis, il y avait moi, l'enfant du milieu, l'infirmière diplômée qui travaillait en double quart à l'hôpital du comté, County General, avait acheté sa propre maison à 29 ans et était pourtant toujours présentée lors des réunions de famille comme notre responsable. Cela ressemblait à un compliment. Ce n'en était pas un. C'était un titre de poste. Cela signifiait « Sixtine ne causera pas de problème. Sixtine arrangera les choses. Sixtine gardera le silence quand il le faudra. » J'étais douée pour ça aussi. Des années de pratique. Ma grand-mère, Ruth Evans, vivait seule dans une petite maison sur Maple Lane, celle qu'elle occupait depuis 45 ans. Elle venait à tous les dîners de famille, à tous les anniversaires, à toutes les fêtes. Mais vers l'époque où j'ai eu 14 ans, les invitations ont commencé à se raréfier. Personne n'a dit pourquoi. Si je demandais, ma mère agitait la main et disait « Grand-mère vieillie, elle aime son calme. » J'ai cru cela pendant 20 ans. J'ai cru beaucoup de choses pendant 20 ans. Il y avait des signes. Il y a toujours des signes. Quand j'avais 10 ans, je me suis réveillée après minuit au son de mes parents, qui se disputaient derrière la porte de leur chambre. La voix de ma mère était aiguë, brisée, le genre de ton qui frôle la panique. Celle de mon père était grave et monocorde, contrôlée, comme un homme qui a fini d'expliquer et est passé aux avertissements. J'ai collé mon oreille contre le mur du couloir. Je ne pouvais pas saisir des phrases entières, juste des fragments. Tu as promis que c'était fini. Ne reparle plus jamais de ça. Le lendemain matin, des crêpes, des sourires. Mon père lisait le journal. Ma mère fredonnait en faisant cuire des œufs. Je les ai regardés et j'ai pensé, peut-être que j'ai rêvé. Je n'avais pas rêvé. J'ai juste appris à 10 ans que dans cette famille, les matins effacent les minuits. Il y a eu cette fois où grand-mère Ruth est arrivée sans prévenir quand j'avais 12 ans. Elle a traversé la cuisine, passant devant ma mère, et est allée directement dans le garage où mon père rangeait des outils. La porte a claqué. Les voix se sont élevées. Ma mère a monté le volume de la télévision et nous a dit de finir nos devoirs. Ruth est partie 21 minutes plus tard. Elle ne nous a pas dit au revoir. Elle n'est pas revenue pendant 6 mois. Personne n'a expliqué. Personne n'a posé de questions. Et puis il y a eu la lettre. J'avais 14 ans et je cherchais des timbres dans le tiroir du bureau de mon père quand j'ai trouvé une enveloppe glissée sous une pile d'anciens relevés bancaires. À l'intérieur, une seule page manuscrite, en écriture cursive soignée.
Je n'ai pas lu grand-chose, juste la formule de clôture et la signature. Je t'aimerai toujours. K. Je l'ai remise en place. J'ai refermé le tiroir. Je n'en ai jamais parlé jusqu'à présent. Le week-end du 4 juillet, les retrouvailles annuelles de la famille Evans. Le jardin de mes parents était aménagé comme toujours. Des tables pliantes avec des nappes à carreaux, un barbecue à charbon fumant dans un coin, de petits drapeaux plantés dans les centres de table. Environ 25 personnes étaient présentes. Des tantes, des oncles, des cousins, quelques voisins qui venaient depuis si longtemps qu'ils faisaient pratiquement partie de la famille. Mon père se tenait devant le barbecue, portant son tablier, meilleur papa du monde, retournant des hamburgers, serrant des mains, riant à des blagues qu'il avait racontées 100 fois. Chloé est arrivée en retard, portant une grande boîte en carton sous un bras et un sourire qui rayonnait pratiquement. « Bon, tout le monde », annonça Chloé en posant la boîte sur la table de pique-nique. Je nous ai trouvé quelque chose d'amusant. Elle sortit les kits. 12 d'entre eux, soigneusement empilés. Ces boîtes aux couleurs vives que l'on voit annoncées à chaque coupure publicitaire depuis Thanksgiving. Des kits de test ADN. « On va pouvoir découvrir d'où l'on vient vraiment », dit-elle en sautillant sur la pointe des pieds. La plupart des membres de la famille rirent. Tante Jeanne dit qu'elle savait déjà qu'elle était irlandaise. Oncle Henri cracha dans le tube, là, à table. Pas besoin d'instructions. Mon père ne bougea pas. Il se tenait devant le barbecue, spatule à la main, et fixa la boîte comme si Camille avait posé une grenade dégoupillée sur la table. « Je n'ai pas besoin d'une machine pour me dire qui je suis, dit-il. « Détends-toi, papa. Ça te donne juste tes pourcentages d'ascendance, dit Chloé. Comme le pourcentage d'Irlandais ou d'Allemand en toi. C'est juste pour s'amuser. » Je vis ses épaules s'affaisser légèrement. Des pourcentages d'ascendance, c'est tout. Il prit un kit, le retourna une fois, puis le posa sur la table d'appoint à côté de son assiette. Ma mère fit de même. Ni l'un ni l'autre n'ouvrirent l'emballage du reste de l'après-midi. Voici ce que je ne savais pas à l'époque. Gérald et Denise n'envoyèrent jamais leurs échantillons. Ils ramenèrent les kits à la maison et les kits finirent dans un tiroir. Mon père pensa que c'était suffisant. S'il ne crachait pas dans le tube, il n'y aurait rien à trouver. Il avait 60 ans. Il ignorait que ces plateformes possédaient une fonctionnalité appelée « parent ADN ». Qu'au moment où l'un de ses enfants soumettrait un échantillon, le système nous mettrait automatiquement en correspondance avec toutes les autres personnes de la base de données, y compris un charpentier de 31 ans, habitant à 2 heures à l'est, qui avait soumis son propre échantillon 2 ans plus tôt, à la recherche du père qu'il avait abandonné. Gérald n'avait pas besoin de faire le test. Nous l'avons fait pour lui, et grand-mère Rachel, assise sur une chaise de jardin à l'autre bout de la cour, un verre de thé glacé à la main, regarda Camille, regarda la boîte de kits ADN et sourit. Un vrai sourire, le premier que je lui voyais depuis des années. Je ne compris pas ce sourire à l'époque. 3 semaines plus tard, un mardi soir, j'étais assise sur mon canapé, en tenue de travail, après un service de 12 heures, quand la notification apparut sur mon téléphone. Résultat prêt. J'ouvris l'application. Estimation ethnique, 74% d'Europe du Nord-Ouest, 18% de Britanniques et d'Irlandais, 8% d'Européens au sens large. Ennuyeux, comme prévu. Puis je touchais parent ADN, et l'air me quitta les poumons. En haut de ma liste de correspondance, au-dessus des cousins et des liens éloignés auxquels je m'attendais, se trouvait un nom que je n'avais jamais vu de ma vie, Nathan H., 25,3% d'ADN partagé. Estimation de la relation. Demi-frère. Je le fixais, le relus. Demi-frère. Cela signifie que nous partageons un parent biologique. Je n'ai pas de demi-frère. J'ai Marc et Camille. Et c'est tout. Cela a toujours été ainsi. Je fis défiler. La correspondance datait de 3 jours. Nathan avait déjà vu notre lien et il m'avait envoyé un message. Je l'ouvris. « Salut, je sais que c'est étrange. Je cherche mon père biologique depuis 15 ans. Ma mère ne m'a jamais dit son nom. Il y a 3 jours,
Votre ADN a été mis en correspondance avec le mien en tant que demi-frère. Je ne veux pas causer de problème. Je veux juste savoir, suis-je ton frère? Je lus ce message 4 fois. Chaque fois, la dernière phrase me frappa plus fort. Suis-je ton frère? Ce n'étaient pas des données sur un écran. C'était un homme de 31 ans, assis quelque part, fixant son téléphone, attendant une réponse à la question la plus simple de sa vie. J'appelais Camille. Sa voix tremblait déjà. Sixtine, tu as vu? J'ai eu une correspondance avec lui aussi. Nous sommes tous les deux des demi-frères et sœurs. Nous deux. Même résultat, même père. Avant que l'une de nous puisse dire un mot de plus, mon téléphone vibra. Appel entrant. Papa. Sa voix me frappa avant même que je puisse dire bonjour. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que toi et ta sœur avez fait? Je n'ai rien fait, papa. Mais apparemment, quelqu'un à cette table n'est pas qui il prétend être. Silence. 5 secondes entières. J'ai compté. De toute ma vie, je n'avais jamais entendu Gerald Evans rester silencieux aussi longtemps. Puis, et c'est la partie qui m'a tout dit, il n'a pas dit « Qui est Nathan ?» Il n'a pas dit « Il doit y avoir une erreur ». Au lieu de cela, il a dit « Comment est-il dans le système ?» Comment diable est-il dans le système? Il savait qui était Nathan. Il n'avait simplement jamais imaginé que Nathan serait retrouvable. Dans l'esprit de Gérald, son secret était enfoui dans une ville à 2 heures à l'est, avec une femme qui était restée silencieuse pendant 30 ans. Il ne comprenait pas qu'au moment où ses propres enfants cracheraient dans un tube, la base de données ferait le reste. Quand il parla de nouveau, sa voix avait changé, plus basse, contrôlée, la voix de minuit derrière la porte de la chambre, celle que je n'avais pas entendue depuis mes 10 ans. Écoute-moi attentivement, Sixtine. Cet homme, quel qu'il soit, tu ne lui réponds pas. Tu lui dis que le test a été contaminé. Tu lui dis que c'était une erreur de laboratoire, un dysfonctionnement. Tu me comprends? Ma gorge se serra. Papa, il demande s'il est mon frère. Il n'est personne. Et si tu lui réponds, tu choisis un étranger plutôt que ta propre famille. Ce n'est pas un étranger. Il partage notre ADN. Supprime le message, supprime l'application, et ne dis pas un mot à qui que ce soit d'autre. Il raccrocha. Je suis restée assise, mon téléphone dans une main, fixant le message de Nathan qui brillait encore sur l'écran. Mon père ne me demandait pas de garder un secret. Il me demandait d'en écrire un. Il me demandait de regarder un homme dans les yeux, un homme qui avait passé 15 ans à chercher, et de lui dire « Tu n'existes pas. Je suis infirmière. Toute ma carrière est bâtie sur un principe, ne pas nuire. Et mon père venait de me demander de nuire. Denise a appelé 40 minutes plus tard. J'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Elle pleurait, des pleurs doux, exercés, le genre avec des pauses intégrées pour un effet maximal. Sixtine, ma chérie, s'il te plaît, ne réponds pas à cet homme. Ton père fait de l'hypertension. Tu sais que ce genre de stress pourrait l'envoyer à l'hôpital. Tu es infirmière, tu comprends. Utiliser ma profession contre moi, ça, c'était nouveau. Maman, ai-je dit, d'une voix neutre. Tu savais? Silence. Une longue inspiration humide. Puis, c'est compliqué. Compliqué. Ce mot, le cadenas que chaque famille utilise quand la vérité est trop laide à porter. Depuis combien de temps, Sixtine? Ce n'est pas le moment de « Depuis combien de temps, maman ?» Elle n'a pas répondu. Elle a juste pleuré plus fort. J'ai raccroché. 1 heure plus tard, Bérénice a appelé, paniquée. « Sixtine, papa vient de m'appeler. Il a dit que si ça ne s'arrête pas, il vend la maison de grand-mère. Il a dit qu'elle avait besoin de soins professionnels. Il a dit Pine Ridge. Pine Ridge, l'établissement de vie, assisté sur la route 9, celui dont tout le monde à Cedarville chuchotait. La maison de ma grand-mère, celle où elle avait vécu pendant 45 ans, était en copropriété avec Gérald. Il avait mis son nom sur l'acte il y a 15 ans lorsqu'il l'avait aidé à refinancer après le décès de grand-père.
Il avait un levier et il l'utilisait. Puis, à 20h47, mon téléphone a sonné une dernière fois. L'écran affichait « Grand-mère Ruth ». Sa voix était ferme, chaleureuse, parfaitement calme. « Enfin », dit-elle. J'attendais cet appel depuis 30 ans. « Grand-mère, papa menace de vendre ta maison. » Qui l'essaie. Je préférerais dormir dans une boîte en carton plutôt que de passer un jour de plus à protéger son mensonge. Une pause. « Viens chez moi, Sixtine. Je te raconterai tout. Ne dis pas à ton père que tu viens. » J'y suis allée en voiture dans l'obscurité. La lumière de son Porsche était déjà allumée. Je dois faire une pause ici un instant, car en ce moment, je suis assise dans ma voiture, dans l'allée de ma grand-mère, et mes mains tremblent. Non pas de peur, mais du poids de ce qui est sur le point d'arriver. Je suis sur le point d'entendre quelque chose que ma famille a passé 30 ans à enterrer. Ce que grand-mère m'a raconté ensuite. Je n'arrive toujours pas à croire que mon propre père ait fait ça. La cuisine de grand-mère Ruth sentait comme d'habitude, le marc de café et le cèdre. Elle avait déjà posé 2 tasses sur la table quand je suis entrée. Pas de bavardage, pas de « Comment vas-tu ?» Elle s'est assise en face de moi, a joint ses mains et a commencé à parler comme si elle avait répété cette conversation pendant des décennies. Peut-être l'avait-elle fait. « Il y a 30 ans, a-t-elle dit, ton père était directeur d'agence à la First Mutual Savings, sur Main Street. Il avait 30 ans, ambitieux, charmant quand il le fallait. Une femme nommée Karine Holt a commencé à y travailler comme caissière. Elle a fait une pause, a bu une gorgée. Ils ont eu une liaison, 6 mois, peut-être plus. Je ne connais pas la chronologie exacte. Karine est tombée enceinte. Elle l'a dit à ton père, et ton père, mon fils, a paniqué. La mâchoire de René s'est serrée. Elle a posé sa tasse avec précaution, comme si elle ne faisait pas confiance à ses mains. Il lui a donné un choix. Le silence où elle perdait son emploi. Il était son supérieur, Sixtine. Elle avait 25 ans. Pas de diplôme, pas d'économie, enceinte. Elle n'avait pas le choix. Elle a démissionné. Elle a déménagé 2 heures à l'est, dans une ville appelée Briarfield. Elle a eu le bébé seul. Nathan, ai-je murmuré. Nathan, a confirmé René. Ton frère. J'ai pressé mes paumes à plat sur la table. La cuisine était silencieuse, à l'exception de l'horloge murale qui tic-taquait au-dessus de la cuisinière. Comment sais-tu tout ça? Parce que Karine m'a appelée environ 1 an après la naissance de Nathan. Elle était désespérée, travaillait en double équipe dans une épicerie, avec un bébé en crèche qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle m'a demandé de l'aide. Elle a dit que ton père ne répondait pas à ses appels. Les yeux de René ont rencontré les miens. Je voulais l'aider, j'allais le faire. Et puis Gérald a découvert que je lui avais parlé. Elle a pris une lente inspiration. Il m'a dit « Si tu dis un mot, je ne te laisserai plus jamais voir tes petits-enfants. » Ta mère l'a découvert 5 ans plus tard, a poursuivi René. Sixtine, tu avais environ 8 ans. Diane a trouvé une facture de téléphone avec des appels vers un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle a remonté la piste jusqu'à Karine, a confronté Gérald. Et ton père a fait ce que ton père fait. Il a juré que c'était fini. A juré qu'il n'avait plus jamais parlé à Karine depuis son départ. Il a supplié, a même pleuré. Et Gérald Evans ne pleure pas, à moins que cela ne serve un but. René s'est penché en avant. Diane a fait un marché. Elle resterait. Elle maintiendrait la famille unie, mais Gérald ne devait plus jamais contacter Karine. Et l'affaire ne devait plus jamais être évoquée. C'est tout. Elle est juste restée. Sixtine, ta mère a arrêté d'enseigner avant la naissance de Marc. Gérald voulait qu'elle reste à la maison. Au moment où elle l'a découvert, elle avait 3 enfants. Pas de revenus, pas de carrière, pas d'économie. Elle ne pouvait pas retourner en classe après 10 ans d'absence. Elle n'avait nulle part où aller. René a marqué une pause. Rester était une question de survie. Je comprends cette partie. Sa voix s'est durcie. Ce que je ne comprends pas, c'est ce qui a suivi. Quand j'ai essayé de dire la vérité,
Quand j'ai poussé Gérald à reconnaître Nathan, à envoyer au moins de l'argent, n'importe quoi, Diane l'a aidé à me faire taire. Ensemble, ils ont dit à Marc et Brigitte que je devenais confuse. Ils ont commencé à ignorer mes invitations, à passer moins souvent, à dire aux voisins que je perdais la tête. Elle a tapoté sa tempe d'un doigt. Ils n'ont pas seulement enterré le secret, Sixtine. Ils m'ont enterré. Et ils ont utilisé mes propres petits-enfants pour cela. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Pas de la tristesse, exactement. Quelque chose de plus proche de la fureur. Une fureur lente, profonde, structurelle. Le genre qui ne crie pas. Elle reste juste stable et refuse de détourner le regard. « Grand-mère » ai-je dit. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi avez-vous attendu ?» Elle a presque souri. Presque. « Je n'ai pas attendu parce que je le voulais », a dit René. « J'ai attendu parce qu'à chaque fois que j'essayais de parler, il me faisait disparaître un peu plus. » Au bout d'un certain temps, j'ai réalisé qu'il ne me laisserait jamais être la messagère. Si la vérité venait de moi, il me traiterait à nouveau de sénile, et tout le monde les croirait. Elle a enveloppé sa tasse de ses deux mains. Il y a 2 ans, j'ai lu un article dans la Gazette de Cedarville à propos d'une femme qui avait retrouvé sa mère biologique grâce à l'un de ses sites web d'ADN. L'article expliquait comment cela fonctionnait. Vous envoyez un échantillon et le système vous met en correspondance avec toutes les autres personnes de la base de données. Frères et sœurs, parents, enfants. Peu importe qui a envoyé quoi. Si l'ADN se connecte, le système le trouve. Elle m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse. C'est là que j'ai compris. Gérald ne ferait jamais de test lui-même. Il est trop prudent pour cela. Mais il n'en a pas besoin. Si ses enfants font le test, et si Nathan est déjà dans la base de données, la correspondance se fait par vous, par le sang partagé. Vous avez fait des recherches là-dessus, ai-je dit. Je suis allée à la bibliothèque. J'ai utilisé l'ordinateur là-bas. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver. Elle a posé la tasse. J'ai 78 ans, Sixtine. Je ne suis pas stupide. Brigitte est venue me rendre visite en avril. Elle a commencé à parler de ses kits, comment elle en avait fait un elle-même et avait découvert qu'elle était à 11% scandinave. Elle était si excitée. Et je lui ai dit que cela semblait être une merveilleuse idée de cadeau. C'est tout ce que j'ai dit. Brigitte a pris la décision elle-même. Je ne l'ai juste pas découragée. Je me suis assise dans mon fauteuil. Tout se mettait en place. Le sourire de René lors de la réunion, l'hésitation de Gérald devant le barbecue, son refus d'ouvrir le kit, Diane qui rangeait discrètement le sien. « L'ADN ne ment pas », a dit René doucement. « Et l'ADN ne se trompe pas. Ils peuvent me traiter de folle. Ils ne peuvent pas traiter de folle une correspondance à 25%. » Elle a tendu la main sur la table et a tenu mon poignet. Nathan a envoyé son échantillon il y a 2 ans. Il cherchait. Il avait juste besoin que l'autre moitié apparaisse. L'autre moitié, c'était nous. J'ai renvoyé un message à Nathan cette nuit-là à 23h14. J'ai tapé et supprimé 6 versions différentes avant de me décider pour la plus simple que je pouvais formuler. « Oui, je pense que tu l'es. » Il a répondu en 9 minutes. Nous sommes passés à un appel vidéo dans l'heure. Le visage qui est apparu sur mon écran m'a coupé le souffle. Il avait la mâchoire de Gérald, la même forme carrée, la même légère fossette au menton, mais ses yeux étaient différents. D'un brun plus doux là où ceux de Gérald étaient gris. Et quand il a souri, nerveux, prudent, j'ai vu quelque chose que le visage de mon père n'avait jamais porté. Une chaleur sans condition. « Je suis Nathan Holt », a-t-il dit. « J'ai 31 ans. J'habite à Briarfield. Je suis charpentier. » Son appartement était petit. Derrière lui, je pouvais voir un dessin d'enfant scotché au mur, des bonshommes allumettes et des crayons de couleur, un grand soleil, une maison avec une porte rouge. « J'ai une fille », a-t-il dit, suivant mon regard. « Elle s'appelle Lily. Elle a 5 ans. Sa mère est partie quand elle avait 2 ans. Il n'y a que nous. » Il m'a raconté son histoire par fragments. Karine l'a élevée seule. Elle a travaillé à l'épicerie, puis dans un pressing, puis dans un restaurant. Elle ne s'est jamais mariée.
Elle n'a jamais dit à Nathan le nom de son père. Tout ce qu'elle a toujours dit, c'est qu'il avait choisi son autre famille. J'ai fait le test ADN il y a 2 ans, a dit Nathan. Personne n'a correspondu. Pas de frères et sœurs, pas de père, rien. Je me suis dit qu'il était peut-être mort ou qu'il n'en avait juste jamais fait un. Puis, il y a 3 semaines, 3 personnes ont correspondu en même temps. Un demi-frère, une demi-sœur, une demi-sœur. Il a levé son téléphone. Une vieille photographie froissée et décolorée. Un jeune homme en uniforme de banque, un badge nominatif accroché à la poche de sa chemise. Ma mère a gardé une photo de lui. Elle ne m'a jamais dit son nom, mais c'est bien lui, n'est-ce pas? C'était Gérald, âgé de 25 ans, souriant d'une manière que je reconnaissais à peine, jeune et sans retenue. Oui, ai-je dit. C'est lui, c'est notre père. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au matin, Gérald avait déjà commencé à passer des coups de fil. Marc a appelé à 7 heures, la voix tendue. « Sixtine, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Papa dit que tu parles à un type au hasard en ligne qui prétend être de la famille. » Il n'est pas au hasard, Marc. Il y a eu une correspondance avec nous 3. Papa dit que les tests ADN font des erreurs tout le temps. 3 correspondances distinctes au niveau de demi-frère/sœur, ce n'était pas une erreur. Marc se tut. Puis, « Papa est vraiment contrarié. Peux-tu juste laisser tomber ?» Je ne pouvais pas. Et Gérald savait que je ne pouvais pas. Alors, il a intensifié les choses. Chloé m'a envoyé un message à midi. « Sixtine, je viens de quitter la maison de maman et papa. Papa était au téléphone avec un avocat immobilier. Je l'ai entendu poser des questions sur la vente d'une propriété en copropriété. Il est sérieux au sujet de la maison de grand-mère. » Denise a appelé 1 heure plus tard. Sa voix était différente maintenant. Pas de larmes, pas de tremblements. Froide. « Ton père a déjà parlé à un avocat au sujet de la maison de la rue des Érables. Il est sérieux, Sixtine. Si tu n'arrêtes pas ça, elle sera à Pine Ridge pour Noël. » Pine Ridge. Elle l'a dit comme si c'était un bulletin météo. J'ai appelé Renée. Elle savait déjà. « Il m'a appelé ce matin, a-t-elle dit. La même menace qu'il a utilisée il y a 30 ans. Tais-toi ou je prendrai tout. Ce garçon n'a qu'un seul tour dans son sac, Sixtine. Grand-mère, tu n'as pas peur? J'ai 78 ans. J'ai passé 30 ans à regarder mon fils faire comme si cet enfant n'existait pas. Que va-t-il me prendre qu'il ne m'ait pas déjà pris? J'ai raccroché et me suis assise sur le sol de ma cuisine. Gérald menaçait de vendre la maison de Renée. Nathan attendait toujours, vérifiant son téléphone. Et chaque heure où je restais silencieuse, je devenais la chose que je détestais le plus. 4 jours s'étaient écoulés. J'ai ouvert le fil de discussion de Nathan et j'ai commencé à taper. Gérald a organisé un dîner de famille pour le samedi suivant. Sa voix au téléphone était calme, presque agréable, la voix du diacre. Je pense que nous devons tous nous asseoir ensemble et mettre les choses au clair en famille. Je savais exactement ce que c'était. Gérald ne mettait pas les choses au clair. Il contrôlait les situations. Mais j'y suis allée parce que si je ne me présentais pas, Gérald donnerait sa version à 20 personnes sans que je sois là pour dire un mot. La salle à manger de la maison de mes parents était pleine. 2 longues tables poussées, l'une contre l'autre. Tante Jeanne, oncle Henri, 4 cousins, Marc et sa femme Chloé, quelques amis de la famille. 22 personnes, y compris mes parents. La belle vaisselle était sortie. La lumière du plafond semblait chirurgicale. Gérald était assis en bout de table, les mains jointes, la mâchoire serrée. Denise était assise à côté de lui. Ses yeux étaient rouges. Un aperçu. J'ai réalisé qu'elle avait pleuré à l'avance pour donner le ton. J'ai pris la seule place libre à l'autre bout, face à mon père. Gérald a attendu que le calme revienne dans la pièce, puis il a parlé. Sa voix était posée, mesurée, entraînée à la chair. J'ai demandé à tout le monde d'être ici ce soir parce que notre famille est attaquée. Il a marqué une pause, laissant le mot faire son effet. Au cours de la semaine dernière, certains d'entre vous ont peut-être entendu des rumeurs, des accusations basées sur un test ADN que Chloé, avec de bonnes intentions,
avait distribué lors de la réunion de famille. Il n'a pas mentionné Nathan, n'a pas mentionné Karine, n'a pas mentionné une liaison de 30 ans. Je veux être claire, ces résultats sont peu fiables, et ma fille Sixtine a choisi de poursuivre ce fantasme au lieu de protéger sa famille. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi. Tante Jeanne fit claquer sa langue. Oncle Henri secoua la tête. Marc fixait la table. Chloé semblait vouloir disparaître. Gérald s'est penché en avant. J'ai tout donné à cette famille, et voilà comment on me remercie. J'ai ouvert la bouche. La porte ne s'était pas encore ouverte. Gérald avait toujours la parole. Il s'est tourné directement vers moi, sa voix s'élevant juste assez pour remplir la pièce sans crier. « Sixtine, je vais te donner une chance, ici même, devant cette famille, de mettre fin à tout cela. Dis à tout le monde que tu as fait une erreur, que tu t'es laissé emporter par un résultat de test que tu ne comprends pas entièrement. » « Gérald, ma mère a commencé. Laisse-la répondre, Denise. » J'ai regardé autour de la table. 21 visages me fixaient, certains compatissants, la plupart sceptiques. Tante Jeanne avait les bras croisés. Oncle Henri secouait déjà la tête. « Eh bien, » a dit Gérald. Avant que je ne puisse parler, Denise s'est levée, les larmes coulant, les mains pressées contre sa poitrine. « J'ai donné toute ma vie à cette famille, » a-t-elle dit, la voix brisée par l'émotion. J'ai abandonné ma carrière. J'ai élevé 3 enfants. J'ai fait de cette maison un foyer. Et maintenant, ma propre fille est en train de la déchirer à cause d'un certain site web. Elle s'est tournée vers moi. « Si tu nous aimes, Sixtine, tu arrêteras ça tout de suite. » Tante Jeanne s'est penchée et a serré le bras de Denise. « Elle a raison, ma chérie. Ta mère ne mérite pas ça. » Un cousin à qui je parlais à peine a murmuré « C'est embarrassant. » Marc a parlé sans lever les yeux. « Sixtine, excuse-toi, s'il te plaît. Passons à autre chose. » J'étais assise là. 22 personnes. Pas un seul d'entre eux ne m'avait demandé ce que les résultats disaient réellement. Pas un seul n'avait demandé qui était Nathan. Ils avaient déjà décidé que j'étais le problème, parce que Gérald leur avait dit en premier. Mon père était en train de gagner. Et l'expression sur son visage, cette calme et juste certitude, me disait qu'il le savait. J'étais sur le point de parler quand j'ai entendu des pas sur le perron, lents, délibérés. Puis le grincement de la poignée de porte, et Renée est entrée. Elle n'était pas invitée. Elle n'avait pas été invitée à un dîner de famille depuis plus d'1 an. Mais Renée a franchi cette porte d'entrée comme si elle possédait chaque centimètre de la maison qu'elle avait aidé à payer il y a 30 ans. Elle portait un cardigan bleu marine boutonné jusqu'en haut. Elle tenait une canne dans sa main droite et une épaisse enveloppe Kraft, au coin plié et au bord jauni, était glissée sous son bras gauche. Ses cheveux blancs étaient soigneusement relevés et ses yeux, vifs, clairs et absolument furieux, balayèrent la pièce d'un seul regard. Gérald se leva. « Maman, cela ne te concerne pas. » « Cela me concerne depuis 30 ans. » « Gérald, assieds-toi. » La pièce devint silencieuse. Pas le silence poli d'une conversation de dîner interrompue, mais le silence profond et structurel d'une pièce qui réalisait que la personne ayant la plus grande autorité venait d'arriver. Renée était la matriarche. Elle était la personne la plus âgée dans cette pièce. Gérald était son fils, pas l'inverse. Et toutes les personnes à cette table, quelle que fût leur loyauté envers Gérald, comprenaient au plus profond d'elles-mêmes que lorsque Renée parlait, la hiérarchie changeait. Elle marcha lentement, délibérément, devant tante Jeanne, devant oncle Henri, devant Marc et Bérénice, jusqu'à l'extrémité de la table. Elle tira la chaise à côté de la mienne et s'assit. Puis, elle posa l'enveloppe Kraft sur la table. Elle était vieille, froissée aux plis. Le genre d'enveloppe qui avait été ouverte, scellée et rouverte au fil des ans, peut-être des décennies. Elle la déposa doucement et posa ses 2 mains dessus. Les yeux de Gérald se fixèrent sur elle. Et pour la première fois de la soirée, je vis quelque chose se briser sur son visage.
Juste un éclair, juste une demi-seconde. Mais je l'ai perçu. Il savait ce qu'il y avait dans cette enveloppe. La main de Denise bougea sous la table et serra son bras. René n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Chaque personne dans la pièce se penchait déjà en avant. Elle regarda lentement autour de la table, observant chaque visage, puis elle parla. « Il y a 30 ans, mon fils a eu une liaison avec une femme nommée Karine Duval. Elle travaillait à sa banque. Elle est tombée enceinte. Gérald lui a dit de se taire ou de perdre son emploi. Elle a quitté la ville et a élevé son fils seule. » La pièce ne bougea pas. Je ne crois pas que quiconque ait respiré. Gérald repoussa sa chaise et se leva. « Maman, arrête. Tu es confuse. Tu ne sais pas ce que tu… » « J'ai 78 ans, dit René, et sa voix ne trembla pas d'une seule note. « Je ne suis pas confuse. Je suis fatiguée. Fatiguée de me taire. Fatiguée d'être traitée de folle. Et fatiguée de regarder mon fils s'asseoir sur cette chaise et jouer la victime pendant que son enfant grandissait sans père. » Elle se tourna vers le reste de la famille. Denise savait. Elle l'a découvert quand Solène avait environ 8 ans. Et au lieu de faire ce qu'il fallait, elle a aidé Gérald à me faire taire. Chaque fois que j'essayais d'en parler, il me coupait. Moins de visites, moins d'appels téléphoniques. Ils ont dit à Marc et Bérénice que je devenais confuse. Ils vous ont dit, elle fit un geste vers les tantes et les oncles, que je ralentissais. La main de tante Jeanne lâcha le bras de Denise. La mâchoire d'oncle Henri se serra. Un cousin à l'autre bout murmura « Oh mon Dieu !» Gérald était toujours debout, mais il paraissait plus petit. Ses mains étaient à plat sur la table, les doigts écartés comme s'il essayait de maintenir la surface stable. « Elle ne sait pas ce qu'elle dit, » dit-il, mais sa voix s'était amincie. René croisa son regard. « Je sais exactement ce que je dis, Gérald, et j'ai les résultats A, D, N pour le prouver. » Gérald serra le bord de la table. Les tests ADN peuvent être erronés. Échantillons contaminés, erreur de laboratoire. On peut trouver une centaine d'articles en ligne qui disent « Papa ». Ma voix sortit plus doucement que prévu, mais stable. « Assieds-toi ». Il me regarda. Je crois que pour la première fois de ma vie, il ne reconnut pas la personne assise en face de lui. Il s'assit. Je sortis mon téléphone. L'écran était déjà ouvert sur la page des résultats. Je l'avais préparé dès mon entrée. Nathan Duval, lus-je. 25,3% d'ADN partagé avec moi. 25,1% avec Bérénice. 24,8% avec Marc. Je levai les yeux. C'est la fourchette pour des demi-frères et sœurs. Nous trois. 3 kits séparés. 3 échantillons séparés. 3 résultats séparés. Quelqu'un a falsifié les résultats, dit Gérald. Mais les mots n'avaient aucun poids. Ils tombèrent à plat, sur la table, comme des pièces de monnaie lâchées de faible hauteur. La seule personne qui relie les 3 correspondances, dis-je, c'est toi. La pièce était si silencieuse que j'entendais l'horloge de la cuisine. Tic, tac, tic. Marc était assis, rigide, fixant son assiette comme si elle contenait des instructions. Sa femme avait la main sur la bouche. Bérénice pleurait silencieusement, non plus par culpabilité, mais par la lente et écœurante reconnaissance que la famille qu'elle croyait connaître était bâtie sur des fondations qui n'avaient jamais existé. Tante Jeanne regarda Gérald, puis Denise, puis de nouveau Gérald. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle. Juste 3 mots, mais ils portaient le poids de 30 ans. Gérald ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. Rien n'en sortit. Denise fixait le centre de table, un vase de marguerites de supermarché, comme si c'était l'objet le plus important de l'univers. Le silence répondit pour eux. René posa sa main à plat sur l'enveloppe Kraft. « Ouvre-la, me dit-elle. » Je soulevai le rabat. L'enveloppe était douce de vieillesse. Le papier à l'intérieur chaud de décennies passées à être tenu, caché et tenu de nouveau. J'en sortis 3 objets. Le premier était une photographie, petite,
format portefeuille, les bords recourbés vers l'intérieur. Un bambin au visage rond, aux cheveux foncés, aux grands yeux bruns, fixant l'appareil photo avec ce regard intrépide que seuls les enfants de 2 ans possèdent. Au dos, à l'encre bleue, Nathan, 23 mois. La deuxième était une autre photographie. Celle-ci, je la reconnus instantanément, bien que je ne l'ai jamais vue auparavant. Un jeune homme en uniforme de banque, chemise blanche, cravate bleu marine, badge nominatif accroché à la poche gauche. Il souriait, ouvert, sans défense, presque enfantin. C'était mon père à 25 ans, bien avant le titre de diacre, la posture du premier banc, la voix contrôlée. Le troisième objet était une lettre, manuscrite, de 3 pages, avec la même écriture soignée que j'avais vue dans ce tiroir de bureau quand j'avais 14 ans. La même écriture, la même femme, Karine. Ruth prit les 2 photographies, celle du jeune Nathan et celle du jeune Gérald, et les plaça côte à côte sur la table, dans l'espace entre la salière et la corbeille à pain. Sous la lumière du plafond, la ressemblance était indéniable. Même mâchoire, même arcade sourcilière, même menton fendu. Tante Jeanne se pencha. Sa main se porta à sa poitrine. « Mon Dieu, Gérald, il te ressemble trait pour trait. » La voix de Ruth était ferme, mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle toucha la photo de Nathan. « C'est votre neveu, » dit-elle en regardant autour de la table. « Il s'appelle Nathan Holt. Il a 31 ans. Il est charpentier. Il a une fille de 5 ans nommée Lily. Et il n'a jamais, pas une seule fois de sa vie, rencontré qui que ce soit de cette famille. » Elle regarda Gérald. « J'ai gardé cette enveloppe pendant 29 ans. Avez-vous la moindre idée de ce que cela fait à une personne ?» Gérald ne dit rien. Son menton tomba sur sa poitrine. Je devais m'arrêter un instant, car ce que ma grand-mère avait fait en gardant cette enveloppe pendant 29 ans, ce n'était pas un simple rebondissement de l'intrigue. C'était l'acte d'une femme réduite au silence par son propre fils, qui s'était pourtant accroché à la preuve, année après année, dans l'attente. Pendant un long moment, personne ne parla. Les photos de Ruth restaient au milieu de la table, telles des preuves lors d'un procès auquel personne n'avait voulu assister. Puis, Denise craqua. Ce n'étaient pas les jolies larmes d'avant, pas les larmes de comédie qu'elle avait utilisées pour me culpabiliser au téléphone. C'était le genre de pleurs qui partent de l'estomac et remontent en déchirant tout sur leur passage. Laids, éraillés, dépouillés de toute mise en scène. « Je savais, » dit-elle, la voix rauque. « Je savais depuis que Sienne avait 8 ans. » Elle le raconta par fragments, comme si elle retirait des éclats d'une blessure. La facture de téléphone, le numéro inconnu, l'appel qu'elle avait fait à Karine. Juste un, juste pour confirmer. Les supplications de Gérald. L'accord. Il avait juré que c'était fini. Juré qu'il ne la contacterait plus jamais. Je l'avais cru. Elle s'essuya le visage du revers de la main. J'avais 3 enfants, pas de travail, pas d'économie. Je n'avais pas enseigné depuis 10 ans. Où étais-je censée aller? L'expression de tante Jeanne avait changé. Pas de la sympathie exactement. Quelque chose de plus proche de la reconnaissance. « Je comprends que tu sois restée, maman, » dis-je, et je le pensais. Je ne comprends pas le reste. Denise me regarda. Le reste? Quand grand-mère a essayé de parler, tu as aidé papa à la faire taire. Tu nous as dit qu'elle était confuse. Tu l'as tenue éloignée de ses propres petits-enfants. La bouche de Denise s'ouvrit, se referma. Ses yeux papillonnèrent envers Ruth, qui restait parfaitement immobile, observant sa belle-fille avec une expression qui n'était ni de la colère, ni de la pitié, juste de la patience. La patience d'une femme qui avait attendu 3 décennies pour cette conversation précise. « Je ne savais pas comment partir, » murmura Denise. Alors, j'ai appris à faire semblant. « Je sais, » dis-je. Mais faire semblant a coûté 30 ans à grand-mère et un père à Nathan. Denise se couvrit le visage des 2 mains et ne parla plus pendant longtemps. Gérald se leva. Sa chaise racla le parquet, un son qui traversa la pièce, comme un couteau sur du verre. Il ne regarda pas Ruth, ne me regarda pas,
ne regarda pas les photographies de son fils toujours posées sur la table entre le pain et le sel. « J'en ai fini, dit-il. Sa voix était plate, vide. Cette famille est finie. Il se dirigea vers la porte d'entrée, l'ouvrit et la referma derrière lui, sans un mot de plus. Le loquet claqua, puis ce fut le silence. Denise resta sur sa chaise, le visage toujours enfoui. Marc fixa l'endroit où Gérald avait été assis, sa mâchoire travaillant d'avant en arrière comme s'il mâchait quelque chose qu'il ne pouvait avaler. Puis il me regarda. « C'est réel ? Tu peux vérifier tes propres résultats, Marc. Nous trois, nous correspondons. » Il se pencha en avant, les coudes sur la table, et pressa ses deux paumes contre ses tempes. « Je t'ai traitée de menteuse. La semaine dernière au téléphone, j'ai dit que tu détruisais la famille. Je sais. Je suis désolée. » Sa voix se brisa sur le deuxième mot. « Je n'ai pas... J'ai juste cru papa. J'ai toujours cru papa. » J'ai tendu la main par-dessus la table et posé ma main sur son avant-bras. « Je sais, Marc. C'est comme ça que ça fonctionnait. » Bérénice pleurait toujours silencieusement, son mascara coulant. Tante Jeanne était assise, les bras maintenant décroisés, les mains à plat sur la table, regardant Ruth avec une expression que je ne pouvais décrire que comme du chagrin. Le genre de chagrin qui survient lorsque l'on réalise avoir participé à quelque chose de terrible sans le savoir. Oncle Henri s'éclaircit la gorge. Il ne dit rien. Il se contenta de s'éclaircir la gorge et de fixer la nappe. Puis Marc posa la question qui importait. « Nathan, veut-il nous rencontrer ?» Ruth sourit, le deuxième vrai sourire que je lui avais vu depuis des années. J'appelais Nathan ce soir-là depuis la cuisine de Ruth, assise sur la même chaise où j'avais entendu la vérité pour la première fois. Ruth était assise à côté de moi, les mains jointes sur la table, les yeux fixés sur le téléphone, comme s'il s'agissait d'une porte sur le point de s'ouvrir. Nathan décrocha à la deuxième sonnerie. Sa voix était prudente, sur la défensive. « Sixtine, leur dis-je. J'ai dit. Ce soir, devant toute la famille, ils savent. » Silence. 3 secondes. 5. À quel point est-ce grave? Grave, mais honnête. Pour la première fois en 30 ans, honnête. Je l'entendis expirer. Une longue inspiration tremblante. Le son d'un homme qui lâche prise sur quelque chose qu'il avait serré depuis l'enfance. « Mon père est parti, lui dis-je. Mais mon frère Marc, ton frère Marc, a demandé si tu voudrais rencontrer la famille. » Un autre silence, plus long cette fois. « J'ai une fille, Sixtine. Elle s'appelle Lily. Elle a 5 ans. Elle me demande parfois pourquoi elle n'a pas de grands-parents comme les autres enfants à l'école. » Ma gorge se serra. À côté de moi, René pressa ses phalanges contre ses lèvres. « Il y a quelqu'un ici qui veut te parler ?» dis-je. Je tendis le téléphone à Ruth. Elle le tint comme quelque chose de fragile. Elle le porta à son oreille et ferma les yeux. « Nathan, dit-elle. C'est ta grand-mère. Je m'appelle Ruth, et je suis tellement désolée que cela ait pris si longtemps. » Je ne pouvais pas entendre sa réponse, mais j'observais le visage de Ruth. La façon dont son menton tremblait, la façon dont ses yeux se fermaient fortement, la façon dont elle pressait sa main libre à plat contre sa poitrine, comme si elle essayait de maintenir son cœur en place. « Tu as une famille, dit-elle doucement. Elle est compliquée et brisée, mais elle est réelle. Et tu en as toujours fait partie, même quand ils ont essayé de t'effacer. » Dans une ville comme Cedarville, les nouvelles ne voyagent pas. Elles s'infiltrent comme l'eau à travers le vieux plâtre. Lentement, silencieusement, et impossible à arrêter une fois que cela commence. Personne n'a rien publié sur les réseaux sociaux. Personne n'a appelé le journal local. Mais 22 personnes étaient assises à cette table de dîner, et 22 personnes sont rentrées chez elles et ont raconté à quelqu'un, un conjoint, un ami, un voisin, à la boîte aux lettres le lendemain matin. En l'espace de 2 semaines, le pasteur Jacques de la Grâce Community Church appela Gérald pour une conversation privée. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit. Gérald ne me l'a jamais dit, mais le dimanche suivant, le siège du premier banc à gauche,
Celui que Gérald avait occupé pendant plus de 20 ans était vide. Une brève annonce dans le bulletin paroissial indiquait que Gérald Evans s'était retiré de ses responsabilités de diacre pour se concentrer sur des questions familiales. Se concentrer sur des questions familiales. Les 4 mots les plus polis du vocabulaire de Cedarville. Personne n'a confronté Gérald publiquement. Personne ne l'a humilié à l'épicerie. Les conséquences furent plus silencieuses que cela, et, à certains égards, pire. Les gens ont simplement cessé de l'inviter. Les dîners du Rotary Club, le comité d'organisation de la fête nationale du quartier, l'étude biblique pour hommes du mercredi. Les portes ne claquaient pas. Elles ont juste cessé de s'ouvrir. Denise se retira du comité de la vente de pâtisserie de l'église. Elle cessa d'organiser le repas partage. Je ne sais pas si quelqu'un lui a demandé de se retirer ou si elle ne pouvait simplement plus faire face à la pièce. Quoi qu'il en soit, la femme qui avait bâti toute son identité autour du fait d'être le cœur de la Grace Community Church était maintenant assise chez elle le dimanche matin. Je ne célébrais rien de tout cela. Je ne me sentais pas satisfaite. Je me sentais surtout fatiguée et un peu triste parce que le Gérald Evans que Cedarville pleurait, le diacre, l'homme de famille, le pilier, n'avait jamais réellement existé. La vérité ne les punissait pas. Elle a juste cessé de les protéger. La famille Evans se divisa. Il n'y a pas de façon plus claire de le dire. D'un côté, Marc, Brigitte, Ruth, tante Jeanne et quelques cousins qui avaient été à ce dîner et avaient vu les photographies de leurs propres yeux. Ils n'étaient pas tous d'accord sur tout. Ils ne pardonnaient pas tous les mêmes choses à la même vitesse. Mais ils avaient choisi la vérité, aussi laide soit-elle, plutôt que la façade. De l'autre côté, oncle Henri, 2 cousins et quelques amis de la famille qui connaissaient Gérald depuis des décennies et ne pouvaient réconcilier l'homme qu'ils avaient admiré avec l'homme que Ruth décrivait. Henri m'appela 3 jours après le dîner. « Tu as détruit ton père, dit-il. Ses choix l'ont détruit, oncle Henri. J'ai juste refusé d'aider à les cacher. » Il raccrocha. Nous ne nous sommes plus parlé depuis. Denise me contacta quelquefois, toujours par SMS, toujours en commençant par une version de « J'espère que tu vas bien ». Je reconnaissais le schéma. Elle tâtait le terrain sans s'engager à nager. Je lui répondais la même chose à chaque fois. « Maman, je t'aime, mais je ne ferai plus semblant. Quand tu seras prête à être honnête, vraiment honnête, je suis là. » Elle n'a jamais répondu à cela. Gérald resta silencieux. Pas d'appel, pas de SMS, pas de message via Marc ou Brigitte. Un silence radio complet. Je m'attendais à de la colère, des menaces, quelque chose. Au lieu de cela, j'eus droit à son absence, ce qui, si je suis honnête, ressemblait à la chose la plus typique de Gérald qui soit. Quand il ne pouvait plus contrôler le récit, il se retirait de la scène. Brigitte le prit le plus mal. Elle portait la culpabilité d'avoir apporté les kits ADN, même si elle n'avait rien fait de mal. Je lui dis, assise sur son canapé, lui tenant la main, « Tu n'as pas causé cela, c'est lui qui l'a fait il y a 30 ans. » Elle hocha la tête. Je ne pense pas qu'elle me croyait encore entièrement. Nathan arriva un samedi, fin août. Il conduisit les 2 heures depuis Briarfield avec Lily attachée à l'arrière, ses jambes se balançant, un lapin en peluche sur les genoux. J'étais sur le porche de Ruth quand son pick-up s'engagea dans l'allée. Un vieux Chevrolet bleu, la peinture écaillée au niveau des passages de roues, une caisse à outils boulonnée à la benne. Il se gara et resta là 1 minute entière, les 2 mains sur le volant, fixant la maison. Puis, Lily frappa à la vitre depuis l'intérieur du camion. « Papa, on entre ?» Il sortit, la souleva sur sa hanche, monta les marches du porche. Ruth se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle s'était habillée, une blouse propre, ses boucles d'oreilles en perles, une touche de rouge à lèvres. Ses mains agrippaient l'encadrement de la porte, les jointures blanches. Elle regarda Nathan et son visage exprima quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la joie.
C'était le regard d'une femme voyant un fantôme qui était aussi un miracle. « Tu as son visage, dit-elle doucement, mais tu as les yeux de Karine. » Le menton de Nathan tomba, sa respiration se coupa. Lily regarda de l'un à l'autre, confuse par le silence. Ruth ouvrit les bras. Nathan s'avança et elle le serra d'abord avec précaution, puis plus fort, sa petite silhouette tremblant contre la sienne, plus imposante. Elle posa sa main sur l'arrière de sa tête, comme on le fait avec un bébé, et je réalisais qu'elle serrait l'enfant qu'elle n'avait jamais été autorisée à tenir. « Je suis désolée, murmura-t-elle. J'aurais dû me battre davantage. »« Tu t'es assez battue, grand-mère, » dit Nathan. Sa voix se brisa sur le mot. « Tu m'as amenée ici. » Lily tira sur le gilet de Ruth. « Tu es ma grand-mère » Ruth rit. Un vrai rire. Humide, éclatant et surpris. « Oui, ma chérie. Absolument. » 3 mois s'écoulèrent. La poussière ne se déposa pas. Elle se déplaça simplement. Je retournai travailler à l'hôpital général du comté. Des gardes de 12 heures, des perfusions, des dossiers de patients, le rythme régulier d'un travail qui se moque de vos drames familiaux. J'en étais reconnaissante. Certains matins, l'hôpital était le seul endroit où je me sentais comme une version de moi-même que je reconnaissais. Nathan commença à se rendre à Cedarville tous les 2 week-ends. Lui et Ruth prirent une routine. Le déjeuner du samedi à sa table de cuisine, Lily dessinant par terre avec des crayons de couleur que Ruth avait achetés au magasin à 1 euro. Ruth gardait un crayon violet derrière l'oreille parce que Lily disait que c'était sa couleur préférée. Et voir une femme de 78 ans se promener avec un crayon violet glissé derrière l'oreille comme un crayon de charpentier était le genre de chose qui pouvait presque faire oublier ce qu'il avait fallu pour en arriver là. Presque. Marc rencontra Nathan en septembre. Ils restèrent assis sur le porche de Ruth pendant 1 heure, la plupart du temps silencieux, buvant du thé glacé et désignant occasionnellement quelque chose dans le jardin. Gênant, oui, mais authentique. « Je n'arrive pas à croire que j'ai un frère dont je ne savais rien, » dit Marc plus tard. « Tu en as toujours eu un, » lui dis-je. « Tu ne le savais juste pas. » Brigitte s'adoucit lentement. Elle cessa de se blâmer après que je le lui eus répété suffisamment de fois. Et en octobre, elle envoyait à Nathan des mèmes et des photos de son chat, ce qui, pour Brigitte, était la plus haute forme d'acceptation. Denise m'envoyait un SMS 1 fois par semaine, des messages courts. « Je pense à toi. J'espère que le travail se passe bien. » Pas d'excuses, pas de manipulation, juste une présence, aussi minime soit-elle. Gérald était toujours silencieux. Je ne le poursuivis pas, je n'appelais pas. Je n'envoyais pas de SMS dans le vide, espérant une réponse. J'avais passé toute ma vie à être la pacificatrice de la famille. J'en avais fini de négocier des trêves pour des guerres que je n'avais pas déclenchées. L'appel arriva un jeudi soir, fin octobre. Je pliais du linge, à moitié en train de regarder les informations, quand mon téléphone s'illumina. Papa. Je le fixais pendant 3 sonneries. Puis, je décrochais. Sa voix était différente, dépouillée du vernis de diacre, de l'autorité contrôlée, du ton menaçant que j'avais entendu toute ma vie. Il avait l'air fatigué, sincèrement, profondément fatigué, comme un homme qui aurait soutenu un mur pendant 30 ans et qui en ressentait enfin le poids. « Je n'appelle pas pour m'excuser, » dit-il. « Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si je le peux. » J'attendis. « Mais j'ai besoin de te demander quelque chose. »« D'accord. » Une pause. Je l'entendis respirer lourdement, lentement. « Est-ce que Nathan va bien ?» 4 mots. 30 ans trop tard. Mais c'était la première fois que mon père prononçait le nom de Nathan en ma présence. « Il va bien, papa. C'est un charpentier. Il fabrique des meubles, de très belles choses, des bibliothèques, des tables de salle à manger, et il a une fille. Elle s'appelle Lily. Elle a 5 ans. » Un silence assez long pour que je vérifie si l'appel n'avait pas été coupé. « Gérald, je suis là. » Sa voix était rauque. « J'ai tout gâché. Sixtine. »« Oui, papa, tu as tout gâché. » Un nouveau silence s'installa. J'aurais pu le remplir de colère, de réconfort, ou d'une liste de tout ce qu'il avait brisé.
Je ne le fis pas. Il avait besoin de s'y confronter. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, dit-il. Moi non plus, répondis-je. Je changeai le téléphone d'oreille. Mais quand tu seras prêt à le rencontrer, vraiment le rencontrer, non pas comme une menace ou un problème, mais comme ton fils, appelle-moi. Et s'il n'était pas prêt, pensai-je. Je pensais aux 30 années de Ruth, aux 15 de Nathan, aux dessins au crayon de Lily représentant des familles qu'elle n'avait pas. Je ne garderai pas la porte ouverte éternellement, papa, mais elle n'est pas fermée à clé. Pas encore. Il me remercia doucement, puis il raccrocha. Je devrais vous dire quelque chose que je n'ai pas encore mentionné, car si je l'omettais, vous penseriez que je suis plus courageuse que je ne le suis. La nuit suivant le dîner tendu de Gérald, après les photographies, après le témoignage de Ruth, après le départ de mon père, je ne rentrais pas chez moi en me sentant forte. Je rentrais chez moi et m'effondrais. Je restais assise dans ma voiture, sur mon allée, pendant 40 minutes. Moteur éteint, phares éteints, les mains sur le volant. Je rejouais chaque visage autour de cette table. Le dégoût de tante Jeanne, la tête secouée d'Harold, Marc me traitant de menteuse, les larmes feintes de ma mère Sixtine, la rage contenue de mon père. Je pris mon téléphone et appelai Jessica, ma meilleure amie depuis l'école d'infirmière, la seule personne en dehors de la famille Evans qui connaissait toute l'histoire. « Je crois que j'ai tout gâché, dis-je. »« Qu'as-tu gâché ?»« Ma famille. » Jessica resta silencieuse un instant. Puis, « Sixtine, tu n'as rien gâché. Tu as juste cessé de te porter volontaire pour porter leur fardeau. Il y a une différence. Ils me détestent tous. Ils ne sont pas en colère contre toi pour avoir brisé la famille, ils sont en colère contre toi pour avoir brisé le silence. Je réfléchis à cela longtemps après que nous eûmes raccroché. Briser le silence. C'était le crime. Dans la famille Evans, la pire chose que l'on puisse faire n'était pas de mentir. Ce n'était pas de tromper. Ce n'était pas d'abandonner son enfant. La pire chose était de le dire à voix haute. Je pleurais dans cette voiture. Je veux dire, je pleurais vraiment. Le genre de pleurs laids, avec du nez qui coule, des sanglots et mon front pressé contre le volant. Je le laissais me traverser comme une fièvre. Et quand ce fut fini, j'essuyai mon visage, démarrai le moteur et me rendis chez Ruth. Car la seule chose pire que la douleur de dire la vérité était la personne que je deviendrais si je ne le faisais pas. Il y a une autre voix que vous devez entendre. Pas la mienne, pas celle de Ruth, mais celle de Karine. Nathan nous mit en contact par téléphone environ 1 mois après le dîner. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais imaginé Karine comme une ombre, la femme derrière la lettre, le nom derrière l'initiale K, le fantôme que mon père fuyait depuis 3 décennies. Elle n'était pas un fantôme. C'était une femme de 56 ans avec une voix chaleureuse, un rire sec et absolument aucun intérêt pour Gérald Evans. « Je n'attends rien de ton père, dit-elle. Pas d'excuses, pas d'argent, et certainement pas de relation. Ce navire a coulé il y a 30 ans, et je n'ai aucun intérêt à plonger pour l'épave. » Elle me raconta la version courte. Elle avait 25 ans. Gérald était son supérieur. Il lui dit qu'il était malheureux chez lui. Elle le crut. Elle tomba enceinte. Il lui dit de s'en occuper. Elle refusa. Il lui dit que si elle prononçait un jour son nom, il s'assurerait que personne à Cedarville ne l'embaucherait plus jamais. « Alors, je suis partie, dit-elle. J'ai déménagé à Briarfield. J'ai eu Nathan dans un hôpital où personne ne me connaissait. Je l'ai élevé seule. J'ai obtenu mon équivalent du baccalauréat. J'ai fait tous les métiers imaginables. » Sa voix ne trembla pas. Ce n'était pas une femme qui demandait de la sympathie. C'était une femme qui témoignait, claire, posée, résolue. « Il m'a dit qu'il m'aimait, » dit-elle. Puis il m'a dit de disparaître. Et je l'ai fait. Pour le bien de Nathan, je l'ai fait. Je lui demandais si elle était d'accord pour que la famille sache maintenant. « Ma chère, je vais bien depuis des années. Je n'avais pas besoin de ton père pour aller bien.
J'avais juste besoin que quelqu'un, n'importe qui, cesse de faire comme si mon fils n'existait pas. Quand nous raccrochâmes, je restais assise dans ma cuisine à fixer le mur pendant 20 minutes. Karine Holt avait élevé un homme bien, seul, sans un seul dollar ni un mot de soutien de la part de mon père. Ce n'est pas une histoire triste. C'est une histoire forte. Brooke me dit en novembre qu'elle était passée chez nos parents pour déposer des courses. Brooke continuait de le faire, essayant toujours de maintenir un semblant de normalité, et elle avait remarqué quelque chose sur le comptoir de la cuisine. Un formulaire de candidature imprimé pour un poste d'aide bibliothécaire à temps partiel à la bibliothèque publique de Cedarville. « Maman l'a rempli », dit Brooke au téléphone. Elle l'a vraiment rempli. Nom, parcours scolaire, référence. Elle a même mentionné son ancien diplôme d'enseignement. Je ne dis rien pendant quelques secondes. « Sienna, tu es toujours là ?»« Oui, je suis là. » Sixtine ne m'avait rien dit. Elle n'avait pas appelé pour l'annoncer, ni pour demander des éloges, ni pour l'utiliser comme monnaie d'échange. Elle l'avait juste fait discrètement, comme les gens font les choses quand ils ne jouent pas pour un public. Je pensais à ce que 30 années de dépendance financière font à une personne. Comment cela vous piège? Comment cela vous rend complice de choses que vous ne choisiriez jamais si vous aviez une autre option? Je ne pardonnais pas tout ce que ma mère avait fait. Je ne pouvais pas. Pas encore. Peut-être jamais. Les 30 années d'exil de Ruth, la campagne visant à la faire passer pour confuse, les larmes utilisées comme armes à chaque dîner de famille, tout cela n'était pas des instincts de survie. C'était des choix. Mais remplir une demande d'emploi pour une bibliothèque à 58 ans, après 30 ans passés hors du marché du travail. C'était aussi un choix. Un petit choix, discret, mais qui indiquait une direction différente. « A-t-elle eu le poste ?» demandai-je. « Je ne sais pas. Elle n'en a pas parlé. J'ai juste vu le formulaire. » J'ai pensé appeler Dominique. J'ai décidé de ne pas le faire. Pas encore. Car les changements les plus importants n'ont pas besoin d'un public. Ils ont juste besoin de se produire. Le changement n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est une demande d'emploi pour une bibliothèque posée sur un comptoir de cuisine, encore chaude de l'imprimante. Je devrais revenir un instant en arrière, à la nuit précédant mon premier appel vidéo avec Nathan. La nuit où j'étais assise dans mon salon, mon ordinateur portable ouvert, faisant quelque chose que je ne devrais probablement pas avouer, mais que chacun d'entre vous ferait à ma place. Je l'ai cherché. Nathan Holt, Briarfield, Ohio. Profil Facebook. Peu fourni, comme le sont toujours les profils Facebook des hommes. Une poignée de photos étalées sur quelques années. L'une d'elles m'a interpellée. Nathan était agenouillé dans un atelier, ponçant une petite étagère en bois. Léa était assise sur le comptoir à côté de lui, les jambes ballantes, tenant un pinceau maculé de peinture bleu ciel. Elle souriait largement à l'appareil. Il lui souriait. Derrière eux, le mur de l'atelier était couvert d'outils, soigneusement accrochés sur un panneau perforé, organisés, entretenus, chacun à sa place. J'ai zoomé sur son visage, la mâchoire, celle de Gérald, le pli des sourcils, celui de Gérald. Mais le sourire était différent, plus chaleureux, moins sur la défensive, comme une version de mon père qui aurait pu exister s'il avait choisi l'honnêteté plutôt que l'apparence, s'il était resté au lieu de fuir. Il y avait une autre photo. Nathan portait Léa sur ses épaules à une foire de comté, sa barbe à papa tenue en l'air comme un trophée, sa main serrant sa cheville pour la maintenir stable. Un père célibataire, une enfant de 5 ans, un mardi soir à la foire. Rien d'extravagant, rien de jouet. J'ai pensé au tablier « Meilleur papa du monde » de mon père, celui qu'il portait à la Réunion, debout devant le barbecue, retournant des hamburgers pour une famille qui n'incluait absolument aucun des souvenirs de son fils abandonné. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'avais pas besoin de voir autre chose. Je savais déjà qui était Nathan Holt. Il était l'Evans qu'il n'avait jamais pu être. La photographie était l'idée de Charlotte. Bien sûr. C'était un dimanche après-midi de novembre. Le porche de devant de Ruth, celui avec la 3e marche grinçante, et le carillon éolien que grand-père avait accroché,
avant ma naissance. L'érable dans le jardin avait pris sa pleine couleur dorée, le genre de couleur qui ne dure que quelques jours avant que le vent ne l'emporte. Chloé avait installé son téléphone sur un trépied qu'elle avait commandé spécialement pour cela. Marc se tenait à gauche, les mains dans les poches, l'air légèrement mal à l'aise, comme le sont les frères aînés lorsqu'on leur demande de participer à quelque chose de sentimental. Charlotte s'est mise en place d'un bond à côté de lui. Je me tenais à côté d'elle. Nathan tenait Léa sur sa hanche. Elle portait une robe violette, sa couleur préférée évidemment, et serrait un dessin au crayon qu'elle avait fait de toute la famille. Des bonshommes allumettes, un grand soleil, une maison avec une porte rouge qui ressemblait étrangement à celle de Ruth. Ruth se tenait au centre. Elle portait de nouveau ses boucles d'oreilles en perles. Elle tenait le bras de Nathan d'une main et les petits doigts de Léa de l'autre. « Tout le monde est prêt ?» demanda Charlotte. « Attendez, » dit Ruth. Elle regarda le groupe. Son fils manquait. Sa belle-fille manquait. La famille qu'elle avait passé 60 années à construire était incomplète, et elle le savait. Mais elle sourit quand même. Un sourire franc, ouvert et inébranlable. « C'est la première photo de famille honnête que nous ayons jamais prise, » dit-elle. Charlotte prit la photo. Je l'ai mise en fond d'écran de mon téléphone ce soir-là. L'image n'est pas parfaite. Marc est en plein clignement d'œil. Léa regarde un écureuil. Les yeux de Nathan sont rouges d'avoir pleuré 5 minutes plus tôt. C'est la plus belle photo que j'ai jamais vue. Ce n'est pas la famille que je pensais avoir. C'est la famille que j'ai réellement. Et pour la première fois de ma vie, chaque personne sur la photo sait exactement qui elle est. Alors, voici ce que je veux vous laisser. Parce que je sais que quelqu'un qui écoute ceci vit une version de mon histoire en ce moment. Peut-être êtes-vous le pacificateur ou la pacificatrice. Celui ou celle qui arrange les choses à Thanksgiving. Celui ou celle qui change de sujet quand la situation devient inconfortable. Celui ou celle qui porte les secrets des autres dans sa poitrine comme des éclats d'obus et appelle cela de la loyauté. J'ai été cette personne pendant 34 ans. Et je veux vous dire que maintenir la paix n'est pas la paix, si cela vous coûte la vérité. J'ai fixé 3 limites après ce dîner. Je les ai écrites sur un bloc-notes et les ai collées sur mon réfrigérateur où je pouvais les voir chaque matin avant mon service. Premièrement, je n'aurai de relation avec Gérald que lorsqu'il reconnaîtra Nathan. Pas qu'il s'excuse, mais qu'il le reconnaisse, qu'il prononce son nom, qu'il admette son existence. Deuxièmement, je n'aurai de relation avec Dominique que lorsqu'elle arrêtera d'utiliser ses larmes comme une arme. Quand elle pourra s'asseoir en face de moi et avoir une conversation qui n'implique ni culpabilité, ni manipulation, ni la phrase « Après tout ce que j'ai fait pour cette famille ». Troisièmement, Nathan et Lily seront toujours les bienvenus dans ma vie, sans condition, sans période d'essai. Ils sont ma famille et l'ont toujours été. Ma grand-mère a gardé la vérité pendant 30 ans. Elle m'a appris quelque chose que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. La vérité ne détruit pas les familles. Les mensonges, oui. Et le silence. Le silence n'est qu'un mensonge à la mèche plus longue. Je n'ai pas fait exploser ma famille. J'ai juste cessé de l'aider à rester enfouie. Et la femme qui a rendu tout cela possible. Celle avec le crayon violet derrière l'oreille et l'enveloppe Kraft qu'elle tenait depuis avant ma naissance. Elle est assise sur sa véranda en ce moment, dans sa propre maison, selon ses propres conditions. Exactement là où elle doit être. C'est mon histoire. Ou du moins, c'est la partie que je peux vous raconter pour l'instant. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'autres histoires. Ce n'est pas la fin de mon histoire, ce n'est que le début de quelque chose de meilleur.